Salut à tous, ravi de vous retrouver. Je reprends un petit peu de service pour donner quelques éléments d'éclairage sur les élections législatives allemandes qui ont eu lieu ce dimanche et pour donner une première grille d'analyse, bien évidemment non exhaustive et qui devra être nourrie par les informations et les analyses plus poussées, notamment sur les transferts de vote que nous aurons dans les jours qui viennent. Mais pour autant, essayons de dégager les grandes masses de cette élection. La première est que dans un contexte de forte polarisation de la vie politique et de la présence annoncée extrêmement haute et qui s'est confirmée de l'AfD, il y a eu un rebond fort de participation. La participation est souvent forte en Allemagne. Elle était aux précédentes élections législatives de 76,5%. Elle a grimpé ce coup-ci à 84%, ce qui est assez significatif puisque ça représente une augmentation de 5% de la participation au cours de cette élection. Premier élément important, c'est qu'il y a une dimension de légitimité qui a été octroyée par la mobilisation populaire et citoyenne au cours de cette élection. Regardons ensuite les éléments qui sont relatifs au gouvernement sortant. Vous savez qu'après 2021, il y a eu une coalition que j'appelle une coalition grand chapiteau, c'est-à-dire une coalition hétéroclite qui s'est mise en place dans un cadre de démocratie minoritaire à la base, puisque les structures traditionnelles n'obtenaient pas de majorité. Il a fallu composer une majorité hétéroclite pour qu'elle soit majoritaire au Parlement, une majorité composée du SPD, des Verts et du FDP, c'est-à-dire des libéraux. Donc, autrement dit, on avait des éléments très, très différents dans cette majorité. Notons qu'à cette époque-là, malgré tout, la coalition au pouvoir regroupait 24 millions d'électeurs sur 46,8 millions en 2021, c'est-à-dire qu'elle était au-delà des 50% de votants. Voilà le cadre sortant, et donc nous avions là des élections législatives anticipées, elles auraient dû se tenir dans 7 mois, mais la coalition ayant éclaté, les Allemands ont été rappelés aux urnes. Notons donc, puisque je parle de cette coalition sortante, que tous ces éléments ont dévissé et ont payé le prix de leur passage au gouvernement sous cette forme de coalition grand chapiteau, c'est-à-dire de cette coalition qui n'a pas d'architecture idéologique et politique, et sur laquelle elle a d'ailleurs achoppé. C'est vrai notamment pour le SPD, qui en était le principal parti, puisque le chancelier Scholz était à la tête de ce gouvernement, et le SPD perd dans cette élection un tiers, rien moins, un tiers de ses voix par rapport à 2021. Il passe de 12 millions de voix à 8,1 millions de voix. Il passe de 25,7% en score à 16,4% cette fois, soit son plus bas historique. Mais c'est vrai également pour les Verts, les Groenen, qui passent de 6,8 à 5,7 millions de voix et de 14,7 en score à 11,6. Et c'est encore plus vrai pour le FDP, les libéraux, qui avaient recueilli presque 11,5% des voix la dernière fois et qui ce coup-ci chutent en dessous des 5%, ils font 4,3%, et ce seuil des 5% est très important, on va y revenir, puisque c'est celui qui permet l'accès au Bundestag et donc d'avoir une représentation parlementaire. Donc globalement, on est passé pour ces trois partis-là de 24,1 millions d'électeurs à 15,9 millions d'électeurs. 34%, un tiers des voix ont été perdus et ils ont perdu quasiment 20% de leur score. Donc il y a une sanction par rapport à cette coalition grand chapiteau dont les électeurs, on voit bien, ne voulaient pas et qui n'a pas fait ses preuves. Alors, est-ce que demain, tout cela sera mieux et un petit peu plus légitime? Ce n'est pas dit parce qu'au regard des élections, on va le voir dans la discussion, ce qui se dégage est le retour à une grosse coalition, une GroKo, c'est-à-dire une coalition entre la CDU-CSU, qui était labellisée l'Union dans ce scrutin, et qui a augmenté son score, qui a augmenté son score pour passer de 24,1% en 2021 à 28,5% cette fois-ci, mais en réalisant son deuxième plus mauvais score depuis
la Seconde Guerre mondiale. Ayons quand même cela en tête. Donc cette coalition qui se préparerait, cette gros co qui se préparerait entre la CDU-CSU et le SPD que j'ai déjà évoqué. Alors pour avoir un élément de mise en perspective, je viens de dire que la CDU-CSU faisait le deuxième plus mauvais score de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai dit que le SPD faisait le plus mauvais score de son histoire avec ses faméliques 16,4%. Ayons en tête que ces deux ou trois partis, CDU, CSU et SPD, ont vampirisé d'une certaine manière la vie politique dans l'après-guerre. Ils recueillaient ensemble, en général, autour de 70% des voix. Ils ont même représenté à un moment donné 90% des voix à eux trois, avant de progressivement s'effondrer au cours de la dernière décennie, d'approcher du plafond des 50%, de passer même en dessous pour la première fois de ce plafond des 50% des voix en 2021, puisqu'ils ne représentaient à eux deux plus que 49,8% des voix et qu'ils recueillaient à eux deux 23,2 millions de voix, eh bien, en 2025, de ces 23,2 millions de voix, il ne reste plus que 22,2 millions de voix, dans un contexte où la participation a augmenté, vous vous en souvenez, et cette gros co, CDU, CSU et SPD, ne représente plus que 45% de l'électorat allemand. Donc eux qui ont représenté, certes avec un pic à 90%, mais globalement pendant plusieurs décennies, 70% du corps électoral ne pèse plus que 45% du corps électoral et l'érosion se poursuit d'élection en élection. Ça a une conséquence, c'est que si le futur gouvernement est un gouvernement de grande coalition tel qu'il semble se préparer, eh bien, dans ce cas-là, sa légitimité sera plus faible encore que le précédent qui était sous forme pourtant de gouvernement grand chapiteau. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je vous ai rappelé que l'alliance entre le SPD, les Verts et le FDP était une alliance qui recueillait malgré tout plus de 50% des votants aux dernières élections de 2021. Mais cette fois, le total est de 45% des votants pour SPD et CDU-CSU. Alors certes, cela aurait la majorité au Parlement, mais ce serait une majorité extrêmement faible et réduite, puisque sur les 630 députés, il ne recueille que 329 sièges, 208 pour l'Union CDU-CSU et 121 pour le SPD. Donc ils auraient avec 45% des voix, 52% des sièges pour former leur majorité parlementaire. Donc la légitimité continuerait, elle aussi, à s'éroder après ce nouveau scrutin. Voilà un petit peu les grandes masses qu'il fallait évoquer pour ce qui est du futur pouvoir. Il convient aussi de regarder, alors de faire un point quand même sur ce qui s'est passé avec l'AfD, car ce n'est pas rien. L'AfD en 2021 faisait 4,8 millions de voix. Elle fait cette fois, excusez du peu, 10,3 millions de voix. Autrement dit, une augmentation considérable en nombre de voix, qui se traduit bien évidemment en pourcentage, puisque l'AfD est passée de 10,3 à 20,8% et qu'elle s'ancre désormais à un niveau extrêmement élevé. Ayons aussi en tête que la campagne s'est largement faite sur ces thèmes et que la campagne de la CDU-CSU a été largement tirée vers sa droite sur sa base idéologique dans cette élection. De l'autre côté, la gauche, elle, par contre, continue à s'éroder. Alors, bien évidemment, dessiner la gauche en Allemagne n'est pas exactement la même chose que dessiner la gauche en France. Pour simplifier, mais ça nous donnera une idée assez précise des choses, considérons que on définira la gauche par le SPD, c'est simple, Die Linke, c'est simple, et mettons-y les Verts, même si on sait que c'est un petit peu plus compliqué en Allemagne, pour la structure 2021, et puis pour la structure 2025, puisqu'entre-temps il y a eu une scission au sein de Die Linke et que le parti BSW est apparu, eh bien rajoutons-le, même si c'est là aussi un petit peu plus compliqué que cela, mais rajoutons-le dans le total gauche pour se donner une idée des évolutions en grande masse. Eh bien en 2021, la gauche,
donc SPD, Die Linke, Vert, faisait 21 millions de voix et représentait 45,5% du corps électoral. En 2025, cette fois les mêmes plus le BSW qui est apparu, ne pèsent plus que, enfin pèsent 21,5 millions de voix, donc ils ont gagné un tout petit peu de voix, mais qui ne correspond même pas à l'augmentation qui serait liée à la participation. Voilà, si on pondérait ça par l'augmentation de la participation, la gauche continue en réalité à s'éroder, elle a stabilisé sa chute, mais elle continue à s'éroder. Et donc, là où elle pesait 45,5% des voix en 2021, elle ne pèse plus que 41,7% des voix. Autrement dit, la gauche n'élargit pas son assise et au contraire, elle continue à la réduire. Ça me semble un élément important à avoir en tête et à prendre en considération. C'est d'autant plus important que si on regardait ce qui se passe au niveau des différentes formations, on pourrait constater, par exemple, que l'essentiel des transferts de voix et l'essentiel des gains de voix qui ont lieu pour les partis de gauche, à l'exception du BSW sur lequel je vais revenir, mais ce sont des gains de voix qui s'effectuent au sein de la gauche. L'électorat est très volatile, assez peu stabilisé entre les partis de gauche, et par exemple, le parti Die Linke a, parmi les nouveaux votants qui l'ont rejoint, plus de 70% d'entre eux qui sont issus de la gauche, tant du SPD que des Verts. Donc c'est essentiellement des transferts de voix au sein de la gauche. Notez que le SPD, lui par contre, est dans un tel état de décrépitude d'une certaine manière, mais aussi a tellement gouverné par le passé dans des gouvernements de grandes coalitions, des gros co, dans lesquels ils s'apprêtent d'ailleurs à replonger, que chez eux, il y a une volatilité, y compris avec la CDU-CSU, puisque 15% de l'électorat du SPD, 1,8 million de votants de 2021 pour le SPD, ont été votés en 2025 pour la CDU-CSU, ce qui est absolument considérable. Deux derniers points, celui que je viens d'évoquer à l'instant sur le BSW, donc une formation qui a rompu avec Die Linke, qui a fait son apparition il y a quelques mois, qui a connu un succès relatif aux élections européennes avec plus de 6% des voix, mais qui cette fois achoppe à rentrer au Parlement, puisqu'ils n'atteignent pas les 5% nécessaires, ils font 4,97%, il leur manque 10 000 voix pour avoir une représentation de 30 parlementaires, pour le coup, hein, ça aurait été s'ils avaient fait ces 0,03% de plus, mais ils ne les font pas, donc ils n'atteignent pas cet objectif. Pour autant, l'échec est-il complet? Il convient de regarder la structure du vote pour le BSW. Premier élément, c'est le seul parti qui prend des voix à l'AfD. Alors certes, de manière limitée, très limitée, voire très très limitée, ils prennent 60 000 voix, ce qui n'est effectivement pas considérable, ce qui ne change pas leur rapport de force, mais ce qui est un premier signal. Plus intéressant, ils prennent par contre des voix du côté de la droite, puisque environ 30% de la structure de leur vote sont des votes qui proviennent de la droite, tant de la CDU-CSU que du FDP. Ce qui pourrait vouloir dire, mais cela mérite encore d'être corroboré par les intentions de vote sur un premier vote ou un deuxième vote s'il n'y avait pas cette offre, mais ce qui semblerait signifier toutefois que cet électorat classiquement de droite, CDU, CSU ou FDP, qui aurait pu basculer sur l'AfD, ne l'a pas fait et a été se reporter pour partie sur le BSW. Donc l'utilité du BSW aurait aussi consisté en le fait d'éviter que des voix se déportent vers l'AfD. Et puis, troisième partie de leur vote, la moitié, non pas 70% comme c'était le cas pour Die Linke, mais 50% de leur vote provient de transferts de voix de gauche. D'ailleurs, beaucoup plus de la part du SPD que de Die Linke, puisque c'est un peu plus de 440 000, je crois, voix qui viennent du SPD contre 330 000 qui viendraient de Die Linke. Donc la structure du vote BSW, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. La moitié des voix provient de la gauche, mais 30% de leurs voix proviennent de la droite et 20% proviennent, et ça c'est un élément fort et important, proviennent de l'abstention, autrement dit du fait de ramener aux urnes de nouveaux électeurs qu'ils ont de cette manière été cherchés. 50% gauche, 30% droite, 20% abstention, telle est la structure du vote
qui certes ne valide pas en tant que thèse telles les thèses qui étaient formulées, mais qui ne les affirme pas non plus, car pour une première élection, eh bien, ce parti réalise quasiment 2,5 millions de voix pour une première élection législative. Je disais qu'il restait un point, le FDP, qui, lui, je l'ai évoqué dès le début, s'effondre complètement et qui disparaît aujourd'hui du champ des possibles. Voilà un petit peu pour ce panorama en chiffres. Deux derniers éléments avant de vous laisser. Le premier, ayons en tête qu'il y a en Allemagne une majorité de blocage des 1/3. Pourquoi des 1/3? Parce qu'il faut les 2/3 pour passer notamment une réforme constitutionnelle. Et ça devrait être le cas si certains voulaient faire passer un texte sur le frein à la dette, hein, qui est un texte extrêmement fort et un texte structurant de la politique publique allemande. Pour ce texte, il faudrait 2/3 des votants, et donc eh bien, il y a une majorité d'1/3 de blocage, et Die Linke et l'AfD, ensemble, ont cette majorité d'1/3 de blocage, ce qui crée une situation nouvelle. Deuxième point, ayons en tête, et j'ai commencé par ça tout à l'heure, que tous ceux qui ont joué le jeu de la démocratie minoritaire à l'excès avec la coalition Grand Chapiteau en paient le prix électoralement, je crois vous l'avoir démontré, mais en paient aussi le prix personnellement devant les électeurs, et il faut reconnaître ça à nos amis allemands, c'est qu'ils mettent les dirigeants devant leurs responsabilités, et que les trois principaux leaders des trois anciens partis qui ont conduit la précédente coalition, c'est-à-dire M. Lindner pour le FDP, c'est-à-dire M. Scholz qui était chancelier pour le SPD, et c'est-à-dire M. Habeck pour les Verts, ben, tous trois ont annoncé se retirer d'une certaine manière de la vie politique et délaisser leur fonction à la tête de leur mouvement après cet échec électoral. Voilà un certain nombre de premiers enseignements qui devraient pouvoir nous éclairer pour la suite. Avoir en tête que la démocratie minoritaire persiste et signe, y compris en Allemagne, que les anciens grands partis, qui seront peut-être ceux qui seront demain au pouvoir sous la forme de grandes coalitions, continuent à s'éroder progressivement comme on l'a vu. Peut-être n'auront-ils pas besoin cette fois de supplétifs pour former une coalition, parce que ni le FDP ni le BSW n'ont atteint les 5%, et donc il y a moins de partis qui sont représentés, et donc ça permettrait au SPD et à la CDU-CSU d'atteindre la majorité parlementaire, mais qui n'est pas une majorité représentative dans le pays en termes de voix. Notons que l'AfD est dans une dynamique extrêmement puissante actuellement, puisqu'elle a fait plus que doubler son score. Notons que le total gauche continue lui aussi à s'éroder doucement, tranquillement, et qu'il n'arrive pas, en tout cas, à s'élargir pour réouvrir une perspective en tant que tel. En son sein, le rapport de force bascule avec l'affaiblissement extrêmement puissant du FDP, avec la réussite de Die Linke qui a doublé ses voix, parce qu'elle a sans doute réussi, Die Linke a sans doute réussi en tant que telle à apparaître dans ce moment de polarisation comme le contrepoint à gauche de l'AfD, mais sans pour autant sortir du cadre de la gauche et uniquement en récupérant des voix de gauche par transfert. Voilà un petit peu les premiers éléments qu'on pouvait donner au lendemain de cette élection législative allemande. Je reviendrai vous voir pour en discuter un peu plus dans le détail dans les jours qui viennent, quand nous aurons des éléments plus précis d'analyse. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, salut!